Avertissement. Cette émission est le résultat de l'enregistrement d'une discussion semi-préparée n'ayant fait l'objet d'aucun montage et de très peu de coupures. Les opinions et commentaires émis par nos invités leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. Nous préférons vous en avertir. Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Cette semaine, Martin rencontre quelqu'un qui s'est suffisamment intéressé au droit pour souhaiter devenir avocat, Juba Saran. Mon invité aujourd'hui, c'est quelqu'un que, si vous suivez un peu l'actualité, vous avez sûrement vu son nom quelque part passer, et si vous vous êtes intéressé à son histoire, bien, vous allez en apprendre plus, je suis pas mal sûr, aujourd'hui. Mon invité, il s'est déplacé au moment d'enregistrer, il fait très froid, donc je suis très content d'ailleurs qu'il se soit déplacé. Il s'appelle Juba Saran. Tout d'abord, bonjour Juba. Salut Martin. Tu vas bien? Ouais, ça va et toi? Oui, comme je le disais, merci beaucoup de t'être déplacé puis de te prêter aussi au jeu de l'entrevue de Connaissez-vous. Ça fait une personne de plus qui, je pense, a des choses à apporter puis un message aussi à passer. On espère. Alors, ce que j'aimerais qu'on fasse, comme je le fais, ça fait à peu près 110 fois que je le fais, j'aimerais ça qu'on commence par le début de ta vie. Premièrement, est-ce que tu es à l'aise de dire ton âge, environ vers quelle année tu es né? 94 pour la date de naissance, 1994, et si vous faites le calcul, 25. Et moi, je dis 1994, c'est j'étais au cégep déjà à ce moment-là. Et voilà. Alors tout jeune quand même. Et ouais. Encore tout jeune, on atteint déjà la mi-vingtaine, mine de rien. Bien évidemment encore très jeune, mais le quart de siècle. Le quart de siècle. Des fois comment on s'amuse le quart de siècle déjà, effectivement. Donc le temps passe vite, quoi qu'il en soit. Ouais, ça passe très vite. C'est vrai, tu m'en faisais la réflexion tout à l'heure, que le temps passe vite, qu'on prend beaucoup de temps à se déplacer, des fois on dort pas assez aussi. Ça fait que... Ouais, tu sais, ça fait partie de la vie, ça fait partie de la vie, parfois de pas dormir assez, parfois de dormir trop, parfois de passer trop de temps dans les déplacements, etc. Ça fait partie de la vie, puis au bout du compte, tant qu'on fait ça dans un but bien précis, je pense qu'on peut s'en accommoder. Moi, en tout cas, si je peux aussi t'encourager un peu, on récupère plus vite à 25 qu'à 44. Ça, je peux. Ouais, sur ça, t'inquiète pas que je me fais pas trop d'illusions, je le sais. Donc, pour le moment, je me plains pas, mais quand j'aurai 44, on verra bien. Mais c'est ça, avant d'en arriver à 44 ou même à 25, on va reculer à 1994 ou à peu près. Ton nom, Juba, ça vient de où exactement? Ouais, écoute, moi je suis originaire d'Algérie. Okay. Donc moi je suis né en Algérie, j'y ai vécu pendant les 13 premières années de ma vie. Et mon prénom, c'est le nom d'un ancien roi berbère à l'époque. OK. Donc roi berbère, c'est les berbères en fait, c'était des tribus qui venaient d'Asie mineure là, qui s'étaient établies à l'époque romaine en Afrique du Nord. Et lorsqu'il y a eu la chute de l'Empire romain, il y avait eu plein de royaumes, en tout cas aujourd'hui qu'on dit berbères, mais à l'époque on appelait barbares. Oui. Et on fait barbares parce que c'était des étrangers. Les Romains à l'époque, tu vois, dans les cités romaines, il y avait des citoyens romains, et tous ceux qui ne faisaient pas partie de ces cités-là, on les appelait les barbares. Donc c'est de là que vient ce terme-là. Mais avec le temps, on a changé ça pour berbère. Et donc voilà, lorsqu'il y a eu ces royaumes qui se sont créés en Afrique du Nord à la suite de la chute de l'Empire romain, il y a eu quelques rois, puis parmi ces rois, il y avait Juba 1, Juba 2. Puis mon prénom vient de là. OK. Donc voilà. C'est qu'on a même la petite histoire de... Ah oui, on est là pour ça. Entre autres, c'est intéressant. Ouais. En plus, ça fait une petite page d'histoire. Tout à fait. Et bon, donc... né en Algérie, famille nombreuse? Ouais, oui. 3 frères. 3 frères. Mais je suis l'aîné.
Tu es l'aîné, c'est Ouais. OK. Donc on est quatre frères et mes parents. Est-ce que vous avez tous des noms de rois berbères ou Non, je suis le seul. Ok. Vu que j'étais l'aîné, mon père m'a réservé ce privilège. OK, le privilège d'aîné. C'est ça. OK. Et bon, le plus vieux, le premier de la famille, est-ce que il y a d'autres personnes qui ont des problèmes de vision dans ta famille? Non, je suis le seul. D'accord. Et comment ça a commencé ton problème? Est-ce que tu es né avec ce problème-là? Non. Moi, en fait, jusqu'à l'âge de 13 ans, j'étais voyant. OK. J'ai jamais eu le moindre problème jusqu'à l'âge de 13 ans. Jusqu'à l'âge de 13 ans, je pense de mémoire, je n'ai jamais fréquenté le moindre hôpital. Puis en fait, à l'âge de 13 ans, disons que j'ai eu du bol. Pourquoi? Parce que il y avait ma grand-mère en fait qui avait constaté que j'avais un petit peu mes yeux qui étaient ressortis du globe oculaire. Et ma grand-mère avait encouragé à l'époque ma mère à m'amener chez l'ophtalmologue. Puis quand je suis parti chez l'ophtalmologue, il m'avait fait un fond d'œil et il avait découvert que j'avais une tumeur au cerveau. Et avant ça, j'avais jamais vraiment eu de signes ou De problèmes de problèmes santé particuliers, exactement. OK, ça fait que là, c'est tes yeux qui sortaient comme des globes. C'est ça, Qui a exact. mis comme la puce à l'oreille, là, qu'il y avait De ma peut-être grand-mère. quelque chose Voilà. qui se passait. Ouais. Puis là, diagnostic tumeur au cerveau. C'est ça. OK. Et là, j'étais à quelques semaines de la fin parce que là, ma tumeur était tellement à un stade avancé, était tellement avancé que voilà qu'il fallait absolument qu'il se passe quelque chose vite, exactement. Et donc voilà, j'avais été opéré à l'époque en Algérie. J'avais fait une opération en Algérie. Et à la suite de cette opération en Algérie, je commençais à perdre de la vision. Et probablement que c'est cette opération d'ailleurs qui m'a coûté tout court la vision. Parce que le médecin à ce moment-là n'a pas fait le nécessaire. Et j'ai eu la chance par la suite d'être transféré en France à l'hôpital Necker à Paris. Et là-bas, j'ai suivi plusieurs opérations. Voilà, la première, pour te donner un exemple, pour te donner surtout un ordre de gravité par rapport à cette tumeur-là, la première opération avait duré quasiment 12 heures. Donc voilà, j'étais vraiment à quelques jours de la catastrophe là. Puis aujourd'hui, c'est totalement un miracle que je m'en sois en sorti uniquement avec une perte de vision puis une surdité de l'oreille gauche. Parce que normalement, quand j'étais rentré dans la salle opératoire, le médecin avait dit à ma mère écoutez madame, pour votre enfant, c'est clair, dans le meilleur des cas, c'est la mort. Dans le pire, il finit toute sa vie en étant légume là, tu vois, ça veut dire complètement handicapé psychomoteur. OK, c'est que c'était vraiment pas rose le pronostic. Puis c'est ça. Puis aujourd'hui, c'est vraiment totalement un miracle là que je m'en sois ressorti là. Et là, toi, est-ce que tu as des souvenirs de ça? Est-ce que tu ouais, à 13 ans, j'imagine un peu? Oui, je me rappelle du tout. Ouais, tout à fait. Donc là, tu es sorti de la première opération. Oui, donc en fait, ma première opération en Algérie, comme je te disais, c'était le 1er juillet 2007. C'était en 2007, j'avais 13 ans à ce moment-là. Donc je commençais à perdre de la vision, mais quand j'ai fait ma première opération en France, ça c'était le 27 juillet 2007. Là par contre, quand je me suis réveillé, je voyais plus rien. D'accord. Puis ça fait, autrement dit, 2 grosses opérations très rapprochées. Là. Oui. Après j'ai dû faire 5 ou 6 opérations là. 5 ou 6 opérations qui se sont étalées sur une année. Quand même là, ça veut dire qu'on passe beaucoup de temps dans les hôpitaux, c'est beaucoup de péripéties, ça veut dire il y a eu les opérations mais il n'y a pas eu juste ça, ça veut dire des traitements à non plus finir, des douleurs, etc. Disons que l'année 2007 2008 c'était des années assez difficiles pour moi. C'est sûr. Mais et que en plus c'est ça, là, à cet âge-là, on s'en souvient, ça doit être quand même assez stressant. Oui, tout à fait. Et là, bon, est-ce qu'on t'avait dit à toi aussi que il y avait des chances de mort puis de demeurer
Non, à l'époque, non. Ça, on te l'a pas dit. Non, on me l'avait pas dit, non. Et là, à un moment donné, bon, tu te réveilles et tu te rends compte que t'as plus la vision du tout. Bah, en fait, quand je m'étais réveillé à la suite de ma première opération, de ma deuxième opération, donc celle qui s'était déroulée en France, je m'étais réveillé dans la salle de réanimation. Puis je me rappelle quand ma mère était venue me voir. Moi, j'étais en train de lui dire, maman, ça fait 2-3 jours que je suis ici, il fait toujours sombre, c'est quoi, il y a jamais de soleil dans ce pays ou quoi, là. puis elle était en train de me dire, parce qu'en fait, il savait pas encore que j'avais perdu la vue à ce moment-là. OK, c'est ça, là, donc, il savait pas. Ma mère, prise de panique, elle m'a dit, comment ça, il y a le soleil, c'est en face de toi, tu le vois pas ou quoi, là, c'est lumineux et tout partout. Puis c'est là, en fait, qu'on s'est rendu compte que je voyais plus. OK, c'est toi en parlant puis en te questionnant sur la luminosité, sur la clarté. Ouais. Ça a dû quand même être un choc pour tout le monde. Ben oui, tout à fait. C'est sûr, pour ma mère, c'est sûr, ça a dû être très, très difficile. Mais comme je te dis encore une fois, sur le coup, c'est sûr que c'était dur. En plus, mais bon, à l'époque, quand j'avais perdu la vue, disons que c'était pas ma seule préoccupation, parce que j'étais sorti de l'opération assez amoché, là, entre guillemets, parce que j'étais complètement paralysé du côté gauche de mon corps. Ah oui? Ouais. OK. Ouais, tout à fait. Donc j'étais paralysé du côté gauche de mon corps. Lorsque j'avais fait cette première opération, ils m'avaient installé ce qu'ils appelaient une dérivation externe. En fait, en grosso modo, moi, ce que j'avais, c'est que la tumeur se trouvait dans une place dans mon cerveau qui empêchait l'évacuation du liquide céphalorachidien. Et c'est ce liquide-là qui exerçait de la pression sur mes nerfs, qui a exercé de la pression sur mes nerfs optiques. Et quand on avait fait la première opération en France, ils m'ont installé une sorte de tuyau pour évacuer ce liquide, mais c'était un tuyau externe, c'était pas un tuyau interne. Donc ce qui faisait que pendant quelques jours, j'étais là immobilisé, je pouvais pas bouger. Dès que je bougeais ma tête un petit peu, il fallait qu'ils appellent les infirmières pour venir ajuster le truc et tout. En tout cas, c'était assez... Aïe, je l'ai pas eu facile. D'ailleurs, c'est pour ça, par la suite, que j'ai fait une autre opération pour cette fois-ci m'installer un tube pour faire évacuer le liquide de l'intérieur, donc de l'intérieur de mon corps. OK. C'est un tube que j'ai encore d'ailleurs, mais vu qu'aujourd'hui je suis guéri, donc c'est un tube qui est là, qui sert plus vraiment à grand chose, mais vu que voilà, il sert plus à grand chose, mais en même temps il ne me nuit pas, donc à la limite on l'a pas enlevé, mais voilà. OK. Écoute, j'imagine qu'on pourrait continuer comme ça longtemps, mais ce que j'aimerais dans le fond savoir, c'est comment toi t'as vécu. Je sais même pas comment formuler, parce que ça me semble tellement épouvantable. Mais à un moment donné, forcément, ça commence à aller un peu mieux. Puis là, forcément, notre vie reprend, j'imagine. Oui, écoute, comme je te disais tout à l'heure, moi je suis resté pendant 1 an en France. OK. Donc de juillet 2007 jusqu'à mai 2008. Donc là, tous tes parents sont partis avec Non, j'étais juste avec ma mère. Mon père était resté avec mes frères en Algérie. OK, d'accord. Donc c'est ça, mon père continuait à travailler voilà, pour nourrir la famille, hein. Puis voilà, moi j'étais avec ma mère, donc à l'époque je suis resté pendant 1 an en France, et par la suite on est venu au Québec, au Canada. OK. Mais là, toute la famille? Oui. OK. Ouais. Ça veut dire, en fait, mes parents avaient entamé une procédure d'immigration au Canada en 2001. Et on a eu une réponse positive le même jour, pas le même jour, mais quelques jours après que je sois tombé malade. OK. Pour venir ici. D'accord. Et on avait 1 an pour se décider. Donc j'étais en France, j'étais avec ma mère, j'étais malade. On aurait pu rester en France, on aurait pu avoir les papiers pour rester là-bas. Mais finalement, on a décidé de venir ici parce que c'était ce qu'il y avait de plus facile à faire, étant donné que mon père et mes frères étaient en Algérie, que moi et ma mère on était en France. Donc vivre en famille séparée, c'était pas forcément une option. C'était pas ça qui était voulu pour personne. Tout à fait. Mm-hmm. Et votre arrivée au Canada avait pas de lien non plus avec tes problèmes de santé. Non. Ça s'était enclenché avant, mais c'est long.
Ça, c'est En fait, pour être honnête avec toi, en fait, mes parents avant que je tombe malade, mes parents ne voulaient plus venir ici au Canada. Parce qu'on était bien en Algérie. OK. Mon père était vétérinaire. Puis, mon père en plus se préparait à lancer un projet et tout. Donc, pour dire vrai, mes parents s'apprêtaient à ne plus venir. Mais après, quand je suis tombé malade, ça a changé la donne. Et finalement, on a décidé de venir ici. OK. Ouais. Donc, toi, tu n'es pas retourné vivre en Algérie après les opérations? Non. OK. Non. Ça a été terminé. C'est ça. Et bon, là, est-ce que en France, t'avais commencé à aller mieux? Est-ce que t'avais commencé à prendre une vie un peu normale ou? Oh, plus ou moins. En France, durant mon dernier mois là-bas, j'ai commencé à fréquenter une école pour personnes non et malvoyantes. OK. C'était l'école Normandie-Lorraine, ça s'appelle. C'était en Normandie, à côté de Rouen, à Rouen. Je sais pas si tu connais. Oui, un peu. Un peu. Donc voilà, j'ai fréquenté cette école-là pendant 1 an. Mais après, quand je suis venu ici, écoute, c'est sûr, j'avais à l'époque, quand je suis arrivé au Québec, j'avais 14 ans. C'est sûr, à 14 ans, c'est là, t'étais en préadolescence. C'est là normalement que tu commences à avoir des amis, c'est là que tu commences à te forger une personnalité, etc. C'est sûr que ce bout-là, pour moi, ça a été dur. Ça a été dur quand je suis arrivé ici parce que, tu sais, quand t'arrives, déjà je suis arrivé ici, j'avais plus d'amis, j'avais plus de repères, j'avais perdu la vue, donc je pouvais plus me déplacer seul. Tous mes loisirs d'enfant, je pouvais plus vraiment les faire. Moi, avant, j'adorais jouer au soccer, puis c'est sûr que ça, en ayant perdu la vue, je pouvais plus vraiment faire ça. Donc c'était dur. Je suis arrivé ici en juin 2008. Puis je te dirais, j'ai passé 3 mois assez durs quand même. Un été assez difficile ici avant que je commence à fréquenter l'école Jacques-Ouellette. Parce que là, c'est ça, là, tu le mets très bien en perspective. Il y a eu comme le passage de l'enfance à l'adolescence, il y a eu le déménagement, la perte de vision. C'est incroyable. Là, c'est une année assez difficile. Là, on arrive au Canada, au Québec. Là, il y a l'été. Puis là, pendant l'été, il se passe pas grand-chose. Il se passe pas grand-chose, mais comme je te dis, c'est-à-dire, en fait, on arrive là, parce qu'il y a moi, mais il y a aussi après le contexte familial. Mes parents se sont perdus de vue pendant 1 an. Mes petits frères, parce qu'à l'époque, j'avais des petits frères qui avaient 2 ans et 4 ans. Donc, mes jeunes frères avaient complètement oublié ma mère. Donc, il fallait que ma mère reconquiert mes jeunes frères. Donc dans le fond, c'était vraiment une année assez difficile. Mon père, il fallait qu'il se replace dans le marché ici du travail. Donc il fallait se décider, est-ce qu'il fallait qu'il refasse des études, est-ce qu'il fallait qu'il recommence le travail, qu'il commence à travailler, sachant qu'il était vétérinaire et que l'ordre des vétérinaires ici, c'est pas d'étendre avec les immigrants pour l'intégration professionnelle des personnes où c'est qualifié comme mon père. Malheureusement, on a des grosses lacunes ici au Québec. Donc voilà, c'était une année assez difficile. Ça a été un gros chamboulement. Des gros chamboulements familiaux. Ouais. À tous les niveaux. Tout à fait. Parce que quand tu dis que tes jeunes frères avaient même oublié ta mère, c'est quand même, c'est écoute, mon plus petit frère, quand on a quitté l'Algérie, moi et ma mère, mon plus petit frère, il avait à peine 1 an. Donc tu vois, donc c'est ça. Donc, il connaissait même pas, il connaissait même pas ma mère, entre guillemets, là. Quand on pense à ça, c'est quelque chose quand même. Eh oui. Et là, comment ça s'est passé pour toi, l'arrivée à l'école Jacques-Ouellette? Eh bien, écoute, ça s'est relativement bien passé. Là-bas, je me suis fait quelques amis, surtout 2 amis avec qui je me traînais souvent, avec lesquels je me traînais le plus en fait. Donc voilà, c'était Amine et Hugo à l'époque. Bon, peut-être que les gens ne les connaissent pas. Donc voilà, ça s'est relativement bien passé. J'ai appris le braille, j'ai appris l'informatique, j'ai appris à me déplacer avec une canne. Donc j'ai intégré le secondaire 2 à l'époque. Donc voilà, je me suis mis petit à petit dans le moule de la scolarité québécoise.
Donc voilà, non, ça s'est relativement bien passé. Après, c'est sûr, je te dis pas que c'était une année facile, parce que se réadapter, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Mais après, je te dirais, quand même, quand on est jeune, comme cela fut mon cas, c'est beaucoup plus facile de se réadapter, je trouve, parce que voilà, c'est plus simple d'apprendre le braille. On mémorise beaucoup plus facilement les différentes techniques de déplacement. Disons, voilà, notre cerveau est beaucoup plus frais, entre guillemets, ou beaucoup plus apte à subir ce genre de réadaptation là. Donc dans ma malchance, je considère que j'ai eu quand même de la chance un peu. Faut se dire les vraies choses. Et là, tu disais, t'as commencé en secondaire 2 ici, ouais. OK. Est-ce que ça ressemble un peu le système d'éducation avec Non. Bah écoute, moi j'avais étudié en Algérie en arabe, hein. Donc en arabe, je connaissais le français parce que c'est la première langue que j'ai appris à parler. OK. Mais mes parents étaient francophones. Puis l'Algérie, faut pas oublier, c'était une ancienne colonie française. Donc puis qui a pris son indépendance il y a à peine une soixantaine d'années. Donc le français, c'est une langue très très présente en Algérie encore aujourd'hui. Donc j'ai appris j'ai étudié en arabe avant de venir ici et j'avais quelques cours en français. Mais quand je suis venu ici, voilà, ça veut dire que j'étais pas si dépaysé que ça. Je savais déjà parler, lire et écrire en arabe, en français. Ah, ça c'est sûr que ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup, ouais, tout à fait. Mm-hmm. Et le point de vue social, tu dis, tu t'es fait 2 bons amis quand même assez vite, c'est que ça a pas été trop... les gens t'ont bien accueilli. Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Okay. Honnêtement, rien à dire. Ça s'est relativement bien passé. Bon, c'est apprendre le braille, tout ça a bien été aussi. Puis apprendre les matières. Parce que là, je retombe dans les questions un peu plus conventionnelles là. Au cours t'as été combien d'années à Jacques Ouellette en tout? 3 ans. 3 ans. Ouais, moi j'ai fait mon secondaire 2, 3 et 4 là-bas. OK. Donc là, à Jacques Ouellette, c'était quoi tes matières que t'aimais le mieux? Oh, tu sais, ça c'est une de mes principales caractéristiques. Moi, j'ai toujours été quelqu'un de très polyvalent. Ça veut dire, c'est sûr que je suis beaucoup plus matheux que littéraire, pour se dire les vraies choses. Okay. Mais c'est ça. Mais quoi qu'il en soit, je suis quelqu'un qui aime un petit peu tout. Ça veut dire, je suis quelqu'un d'assez polyvalent. Je m'intéresse un petit peu à tout. Puis voilà, je pense, j'avais pas de matière favorite à proprement parler. Les mathématiques, j'avais de la facilité avec ça. Et à côté de ça, j'avais peut-être le français, j'avais un petit peu de difficulté à l'époque, mais je faisais quand même les efforts. J'ai toujours été quelqu'un qui travaillait fort. Puis le français, l'anglais, j'avais quasiment aucune base. Puis j'ai travaillé fort pour me mettre au même niveau que les autres. Puis même à un moment donné, j'étais rendu même plus fort que les autres là. Donc voilà. Alors que mes camarades de classe ils étudiaient ça depuis leur jeune âge ici là, donc voilà. C'est-à-dire j'étais quelqu'un qui a toujours travaillé fort. T'as comme rattrapé un peu. C'est plus ça le terme, exactement, rattraper le retard. Et à un moment donné, dans les résultats, quand je dis en fait j'étais devenu plus fort, c'est surtout par rapport aux résultats. C'est-à-dire à un moment donné, dans les résultats, j'étais souvent dans les 2 premiers, dans les 2 premiers. Voilà. OK. Donc, mais on peut dire que t'aimais l'école comme ça? T'aimais apprendre? Ouais, bah surtout à l'époque, j'étais quelqu'un qui travaillait. Voilà, qui travaillait fort, puis... C'est ça, qui avait pas peur de mettre les bouchées doubles. Voilà, exactement. OK, d'accord. Ben, c'est intéressant quand même de savoir qu'il y en a que c'est comme ça qui fonctionne, là, tu sais, qui ont quand même l'école apprendre à cœur, là, tu sais. Oui. Et là, bon, tu dis, j'ai fait jusqu'à secondaire 4. Donc, en secondaire 5, on comprend que tu as été à l'école régulière? Oui, en secondaire 5, j'ai intégré l'école secondaire Jacques Rousseau. Ah, ici à Longueuil. On en parlait justement. Ouais, tout à l'heure, exactement. Oui, donc c'est ça. Donc, en fait, dans le plan que je m'étais fixé à l'époque, je voulais faire 2-3 ans à Jacques Ouellette pour m'assurer d'acquérir tous les outils que j'avais besoin pour entrer dans le monde entre guillemets des voyants.
Et voilà, en secondaire 5, avant d'aller au cégep, je considérais que c'était le temps pour moi d'intégrer le monde des voyants pour prendre le rythme, puis voilà, puis commencer désormais entre guillemets ma nouvelle vie. Là, cette question-là, je la pose pas à tout le monde, mais je vais te la poser à toi. Comment ça se passait? Est-ce que c'est toi qui demandais qui a demandé comme d'être comme intégré dans une polyvalente, ou si ça t'a été proposé? Les deux. Les deux? C'était comme un accord? Ouais, comme un accord. Je pense, moi, je voulais partir parce que tous mes amis étaient partis. Puis ouais, ça joue quand même. Oui. Puis aussi, je considérais que c'était le moment pour moi de partir. Parce que les outils, je les avais acquis. Et je considérais que Jacques Ouellette, voilà, ne m'apportait plus, en fait, elle ne m'apportait plus ce que j'avais besoin. Donc voilà, c'est juste, elle m'avait apporté ce que j'avais besoin. Voilà, c'est ça, t'avais acquis ce que tu... Voilà, ce que j'avais besoin, puis le moment était venu pour moi de quitter. Et comme eux te parlaient de t'intégrer aussi, donc ils étaient d'accord, forcément. Tout à fait. Donc, j'imagine que ça... J'allais dire, ça t'inquiétait pas trop, mais j'imagine que des fois, le temps venu, ça peut quand même être un peu inquiétant, ou peut-être pas, tu vas nous le dire. Ton arrivée à Jacques Rousseau, ça s'est fait comment? Est-ce que tu t'en gardes un bon souvenir? Est-ce que ça... Oui, Jacques Rousseau, ça s'est bien passé. J'ai passé une année une très belle peut-être pas. C'était une année correcte, c'est-à-dire une année où honnêtement, ça s'est bien passé, j'ai jamais eu de problème. Avec les profs, ça s'est super bien passé. Je me suis fait quelques connaissances, pas vraiment d'amis, mais quelques connaissances. Ouais, ça s'est bien passé. C'était un bon tremplin avant le cégep. OK. Et bon, là tu dis cégep, donc il est venu le temps de choisir aussi en quoi tu voulais aller étudier par la suite, ou te préparer à un métier. Écoute, moi je vais te dire sincèrement, moi j'ai toujours été quelqu'un de très pragmatique. Et quand je suis arrivé ici, j'ai toujours dit que je voulais faire du droit. Et je disais ça à l'époque, non pas parce que le droit me passionnait, parce qu'au bout du compte, je connaissais pas ce qu'était le droit. En secondaire 2, on a juste 14-15 ans, on a une idée vague de ce que peuvent être ce genre de domaine, mais voilà, à l'époque, quand j'avais décidé de suivre ce chemin-là, c'était purement pour des raisons pragmatiques. Je me disais, si je suis non-voyant, très certainement que ça va être compliqué de me faire une place, ou du moins de trouver un job plus tard. Donc voilà, je m'étais décidé de faire ça parce que je me disais à l'époque que ça allait être une des seules issues que je pouvais avoir pour pouvoir mener une vie normale, entre guillemets. Normale, une vie satisfaisante, voilà. OK. Voilà. D'accord. Donc là, t'es allé au cégep en quoi? En sciences humaines, okay. Profil monde. Et là, t'es allé à Longueuil ou t'es allé au cégep Édouard-Montpetit. Ah d'accord, parfait. Et ça, comment ça s'est passé, le cégep? Ça s'est bien passé? Le cégep, ça s'est très bien passé. Moi, le programme que j'ai fait, j'ai adoré ça. C'était le fun. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai touché à plusieurs domaines. Donc voilà, ces programmes de préuniversitaires visent vraiment à donner un aperçu aux étudiants par rapport au programme que l'on peut faire plus tard, par rapport au domaine que l'on peut suivre à l'université. Donc moi j'ai vraiment aimé ça, c'était le fun. C'était rapide, je suis resté 2 ans. Voilà, j'ai eu de très bonnes relations avec les profs, avec les étudiants. J'ai pas vraiment eu de difficultés, ça s'est très bien passé. Donc tu dis ça durait 2 ans, tu l'as fait comme dans le temps oui. prescrit. Tout à fait. Ça veut dire forcément faut que ça se soit bien passé. Tout à fait. C'est merveilleux. Ouais, disons que tu comprends bien que je suis pas quelqu'un c'est-à-dire je suis quelqu'un quand je focus sur quelque chose, j'y vais quoi. Mais encore là, est-ce que tu avais encore
l'impression de mettre beaucoup d'efforts pour arriver à tes objectifs, ou du moins aux objectifs que la majorité des étudiants se donnent, ou si ça allait, c'était-tu... Écoute, je mettais pas plus d'efforts que les autres. Je mettais les efforts tout simplement nécessaires pour réussir ce genre de programme-là. Après, c'est sûr, en fait, ça veut dire peut-être l'effort supplémentaire qu'on doit faire quand on a une déficience visuelle, c'est tout simplement la gestion entre guillemets administrative des livres, pour la réception des livres, pour les services, etc. Ça, c'est un petit peu l'effort supplémentaire qu'il faut faire. Mais à part ça, honnêtement, non, j'ai pas fait plus d'efforts que les autres. J'ai tout simplement avancé au même rythme que les autres. Puis je considère aujourd'hui que lorsqu'on s'outille bien, il n'y a pas de raison pour avoir des difficultés. On peut très bien avancer au même rythme que les autres, selon moi. Ben, c'est un beau message. Puis... Ah ben tu sais, c'est mon expérience, hein. Après, ça n'engage que moi. Après, bien évidemment, d'une personne à l'autre, on n'est pas tous faits de la même manière. Mais moi, de ma propre expérience, je considère que je n'ai pas eu plus de difficultés que les autres à suivre le programme. Mais ça prouve que ça se fait aussi. Ça prouve que ça se fait, mais surtout ça prouve que ça se fait lorsqu'on est bien outillé. Moi, très souvent, ce que je dis aux gens, tu vois, pas plus tard qu'il y a quelques semaines de cela, j'ai une collègue à moi qui a un fils qui est quasiment non-voyant. Puis elle était en train de me dire que son fils fréquente l'école primaire normale, qu'il avait jamais fréquenté l'école Jacques Ouellet et tout. Et moi, ce que j'étais en train de lui dire, le plus important quand on a une déficience visuelle, c'est d'être bien outillé. Aujourd'hui, on a la technologie, on a les ordinateurs, etc. Et si on est bien outillé, si on maîtrise bien ces outils, il n'y a pas de raison pour qu'on puisse pas avancer de la même manière que les autres. Parce que ces outils nous permettent tout simplement de parler le même langage que les personnes qui voient. Et c'est grâce à ça aujourd'hui qu'on est pleinement capable de fonctionner. Et c'est pour ça que je pense que si on a les bons outils, il n'y a pas de raison pour que l'on puisse pas avancer au même rythme que les autres. Mais là, si on vulgarise un peu ce que tu dis, forcément on comprend, je pense, mais quand tu dis être bien outillé, ça veut dire de toujours rester à l'affût de ce qu'il y a de mieux pour être capable de fonctionner au niveau informatique, au niveau technique. C'est ça? Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis de toutes les façons aujourd'hui, la chance qu'on a, c'est que les gens fonctionnent de plus en plus avec l'outil informatique. Et pour nous, moi, si je compare juste quand j'ai commencé à utiliser l'ordinateur avec Jazz, etc. Il y a plus de 10 ans maintenant. À l'époque, à chaque fois qu'on allait dans un site web, on se demandait si c'était adapté ou pas. Aujourd'hui, la question ne se pose quasiment plus tellement c'est standardisé. Donc voilà, c'est juste apprendre à bien utiliser l'outil informatique surtout. Et bien évidemment, les nouvelles technologies, plus il y en a, plus ça nous avantage parce que ça nous permet de travailler de façon plus efficace. Et ça, bien évidemment, c'est une très bonne chose pour nous. Et moi je dirais, Martin, le but c'est pas de travailler comme des personnes voyantes, parce qu'on n'est pas voyant et on travaillera pas toujours de la même manière qu'eux. Mais le but c'est tout simplement d'arriver au même résultat qu'eux. Si parfois il faut que ça veut dire que quand je disais tout à l'heure avec l'outil informatique, par exemple, les gens travaillent aujourd'hui avec Word, travaillent beaucoup avec Word. Lorsqu'on écrit des textes, lorsqu'on met des commentaires et tout ça, ces fonctions-là, on est capable de les utiliser au même titre que les personnes voyantes. Mais après, lorsqu'arrive le moment, par exemple, de corriger nos textes, on a les plages tactiles. On peut nous relire en braille. Et c'est pas parce que cette manière-là n'est pas forcément fréquente chez les voyants, parce que eux autres, ils voient, puis ils utilisent pas les plages tactiles. Mais nous, on a cet outil-là,
et on est capable, en utilisant cet outil-là, de nous corriger aussi bien, voire mieux que les personnes qui voient. Donc c'est juste ce que je veux dire, pour vulgariser un petit peu. Il faut utiliser l'outil informatique pour travailler avec les personnes voyantes parce que c'est un langage que l'on parle de la même façon, mais après lorsqu'il s'agit d'avoir quelques manières de faire qui soient différentes des personnes voyantes, il faut pas avoir honte de ça. C'est une manière de faire, puis très souvent les personnes voyantes ne sont pas non plus forcément fermées à ces manières de faire là. Il faut juste leur expliquer, puis une fois que c'est fait, honnêtement, ils sont très souvent très ouverts. Et ce qu'on comprend de toi, c'est que toi, dès le début, ça t'a intéressé, dans un premier temps, tout l'aspect technologique, informatique, tout ça, c'est quelque chose qui est venu vite te chercher? Non, non, pas du tout. Non, pas du tout. Comme je te disais tout à l'heure, moi je suis quelqu'un de très pragmatique. J'ai appris ça parce que je devais apprendre ça. OK. Je devais apprendre ça, puis aujourd'hui ça me sert beaucoup. Aujourd'hui, si j'avais pas ces outils-là, je pourrais pas travailler, je pourrais pas étudier. Il faut se dire les vraies choses. OK. Donc t'as compris que ça allait être utile. Exact. Pour ne pas dire essentiel. Non, tu peux le dire. C'est essentiel. OK. C'est essentiel. D'accord. Et ça t'a permis d'avancer où tu es rendu aujourd'hui. Tout à fait. OK. Là, après le cégep, il y a eu quoi à l'université? Oui. Oui? Mm-hmm. Et là, tu es allé où et quand et comment? Je suis allé à l'UQAM okay. Et j'ai fait un baccalauréat en droit. Donc, en 3 ans. Et ça, c'est déjà complété, là? Oui. OK. 2014 à 2017. Ça fait déjà 2 ans et demi. Et là, ça s'est bien passé, ça aussi? Ou oui, ça s'est très très bien passé. T'es pas la personne qui va me raconter beaucoup d'embûches, toi, là. Non, mais écoute, je vais te dire un truc, Martin. À un moment donné, il faut prendre son destin en main. À un moment donné, écoute, je vais te dire la vérité, à l'UQAM, si à un moment donné, on attend toujours les services de réadaptation, si on attend toujours que ces services-là nous fournissent les livres, nous fournissent la réadaptation, les services qu'on a besoin, sans essayer de se débrouiller, sans essayer de trouver des alternatives, ben malheureusement, ça prendra toujours du temps, puis on sera toujours frustré. Après, forcé de dire aussi que moi j'ai eu de la chance avec le droit, parce que le droit aujourd'hui est un domaine qui est très informatisé. Le droit aujourd'hui, quand on étudie en droit, on a besoin de quoi? On a besoin des jugements, on a besoin des livres. Les jugements, l'intégralité, quasiment tous les jugements qu'on a besoin se trouvent déjà sur Internet, stockés dans des bases de données. On peut trouver des jugements datant de 2019 comme des jugements datant de 1850. Donc pour ça, c'est vraiment très bien fait. Et pour la doctrine, donc les livres, ben ça, qu'on avait besoin d'avoir des livres pour les cours. Ben moi, je te cache pas, je passais pas par les services de réadaptation à l'université. Je contactais moi-même les maisons d'édition, j'allais les voir, je signais des ententes de confidentialité et de non-divulgation. Puis ils me donnaient le livre en version PDF. Puis voilà, aujourd'hui on a Open Book, etc. Puis voilà, ça se transfère bien, puis on peut parfaitement y avoir accès par la suite. Parce que c'est sûr qu'on va pas se mentir, là, t'aurais sûrement pas pu non plus faire tout adapter ces pages-là. Ça aurait été interminable. Eh bien, écoute, déjà, premièrement, on en a pas toujours besoin. Puis aussi, faut se dire les vraies choses, les services de réadaptation sont très souvent débordés. Donc, oui, donc voilà, c'est ça. Donc, ouais. Je pense que les personnes qui étudient, les personnes non-voyantes ou malvoyantes qui étudient dans des programmes plus scientifiques, on a besoin d'adapter des graphiques, etc. Probablement que ces gens-là ont plus besoin des services de réadaptation des universités. Mais quand on est dans des programmes plus de sciences sociales, je pense qu'il y a matière que l'on adapte notre matériel de nous-mêmes. Ben je dirais que adapter des graphiques, oui, hein, parce que moi je travaille pour la compagnie Point par Point, je sais, ouais. Oui. Et c'est sûr que oui, on fait beaucoup de graphiques, mais on fait aussi
beaucoup de livres en braille de mathématiques, de chimie, Oui, puis c'est ça. et parce que c'est quand même plus facile d'avoir ces formules en braille sous les doigts. En tout cas, ça c'est mon avis à moi. Et c'est sûr qu'il y en a d'autres qui le partagent parce que sinon ils commanderaient pas ces livres-là. Mais effectivement, c'est des choses quand même assez qui nécessitent peut-être plus d'avoir du tactile. Oui, exactement. C'est ça c'est pour ça que je te disais plus les programmes scientifiques. Oui, effectivement. Mais il y a quand même une paradoxalité dans ce que tu me dis parce que là, c'est plus facile d'avoir accès au contenu des services sociaux, même du droit. Tu me disais, tu peux avoir des jugements qui datent d'à peu près toutes les années. Oui. Mais là, on va revenir, à moins que je sauterais des étapes, là, mais tu me ramènes si je vais trop vite ou si j'ai pas compris ou si en tout cas, bref. Ouais, vas-y, tu peux y aller. Mais tu t'es fait quand même un peu décourager à aller en droit, dans le sens où tu aurais de la difficulté à trouver des stages, à trouver de l'emploi. Oui. Non, ça après, là après on parle de l'eau. En fait, là on parle plus des études, là on parle de l'intégration professionnelle. Ouais, parce que là on s'entend, c'est sûr, parce que sauf qu'après les études, on veut travailler. Normalement, c'est le but, c'est ça. Ça serait ça. Mais tu sais, mais juste pour faire une petite parenthèse, tu vois, tout à l'heure je te disais que j'avais choisi le droit par pur pragmatisme dans un premier temps, mais aujourd'hui je m'aperçois que c'est la branche qu'il fallait que je suive parce que c'est très épanouissant le droit. Et aujourd'hui, moi, je te cache pas, je suis très épanoui là-dedans. Donc pour les jeunes qui nous écoutent et qui auraient une déficience visuelle, le droit, pensez-y, c'est vraiment intéressant. Donc, je ferme la parenthèse. Écoute, c'est sûr que quand on étudie dans le but par la suite d'intégrer le marché du travail. On étudie pour avoir des qualifications qui nous permettent d'avoir accès à certains jobs un petit peu plus qualifiés. Et encore une fois, comme je te disais tout à l'heure, quand on a une déficience visuelle, quand tu as plus de qualifications, disons que c'est un petit peu plus simple, selon moi, de rentrer dans le marché du travail. Donc moi, ça m'a permis, quand j'ai fini mon bac, disons que j'ai pas hésité à taper à toutes les portes. Donc à l'époque, j'avais eu la chance de faire 2 stages. J'avais postulé quand même dans plusieurs endroits et j'avais fait 2 stages au curateur public du Québec et dans un bureau d'avocat. Donc à l'époque, c'était durant mon avant-dernière session universitaire. J'ai fait là 2 stages et par la suite, par un petit tour de passe-passe entre guillemets, ou du moins avec un petit peu de chance, disons, j'avais été le récipiendaire d'une bourse qui est la bourse de la fiducie des dirigeants juridiques pour la diversité. Et c'était une bourse qui était octroyée par Bombardier. C'était Bombardier qui l'octroyait, cette bourse-là. Et à l'époque, j'avais été invité avec ma famille pour la cérémonie de remise des bourses. Et j'avais eu de la chance, j'avais rencontré là-bas le vice-président des affaires juridiques de Bombardier. Et en parlant avec moi, je lui avais dit, j'avais parlé de cette problématique en lien avec l'intégration des personnes non-voyantes et malvoyantes dans le marché du travail. Et j'avais eu la chance qu'il me propose de travailler durant l'été 2017 à Bombardier pendant 3 mois. Donc c'est ma première expérience professionnelle. C'est comme ça que je suis rentré pour la première fois dans le marché du travail. OK. Ouais. Et ça a été bien, ça aussi? Ça a été bénéfique? Oui, tout à fait. J'ai passé 3 super mois. Donc voilà, Bombardier, c'est quand même une grande entreprise. Donc c'était mon premier contact avec l'international.
Donc ça m'a permis de voir voilà de comment une grosse entreprise comme celle-ci s'organiser, comment ça marchait quoi ce milieu-là. Puis honnêtement j'ai passé trois mois vraiment très très bon, très très bon. En tout cas je me suis quand même vraiment épanoui. Mon but, à connaissez-vous, c'est vraiment pas d'avoir l'air casse-pied. Des fois, j'ai l'impression, on dirait peut-être de chercher des choses qui vont mal. Mais là, on est rendu à un autre moment important dans ta vie. Et tu me disais que c'est le moment où, après ton emploi à Bombardier. Ouais, donc après mon emploi à Bombardier, j'ai fait mon barreau. Qui est quand même, à mon avis, un gros morceau, là, dans une vie, dans une période d'études, en tout cas. Tu sais, honnêtement, paradoxalement, contrairement aux idées reçues, moi, je te dirais, le barreau, honnêtement, j'ai adoré le barreau. Moi, c'était le fun. J'ai vraiment adoré. J'ai pas aimé les modes d'évaluation, les manières dont on est évalué au barreau, mais la formation, moi, je l'ai aimé. Je l'ai beaucoup plus aimé que l'université. Est-ce que tu peux nous dire, par curiosité, un peu c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait au barreau, puis ça dure combien de temps, puis... En fait, au barreau, en théorie, la formation qu'on fait est supposée durer 4 mois. Ah oui, pas plus que ça? Non, pas plus que ça. 4 mois. Ouais, c'est de 4 mois. Mais pour ceux qui veulent se préparer, il y a la possibilité de faire une formation préparatoire de 4 mois aussi. Donc au bout du compte, ça ferait 8 mois. OK. Mais moi, ça c'est une option. Ça veut dire il y a des étudiants qui le font directement en 4 mois, mais il y a des étudiants qui le font et il y a d'autres étudiants qui le font en 8 mois. Moi, j'ai décidé de le faire en 8 mois et au bout du compte, je le regrette absolument pas. Mais en grosso modo, le barreau c'est quoi? C'est durant les 4 mois de formation professionnelle, donc que tous les étudiants font. Écoute, on passe à travers de toutes les matières qu'on voit à l'université, les plus importantes, et c'est juste, on fait des exercices pratiques. Voilà, des exercices pratiques. On a des cas pratiques, puis on passe avec le professeur, on voit quels sont les articles qui s'appliquent, c'est pourquoi, puis et on essaie d'acquérir le raisonnement juridique. Voilà, c'est en grosso modo ce qu'on fait. Puis après, et à la fin de la formation, on a 2 examens de 4h30. 4h30, pour nous, vu qu'on a une déficience visuelle, on a un tiers de temps supplémentaire, donc ça fait 6 heures. Et ça s'applique au barreau aussi? Oui, ça s'applique au barreau. Parfait, donc, c'est bon à savoir. En grosso modo, moi j'avais 6 heures, mais au bout de 5 heures, je finissais généralement. OK. Donc 4h30, 5 heures, je finissais. OK. Donc ça veut dire, en grosso modo, les 4h30, honnêtement, ça aurait pu suffire. Mais disons qu'avoir l'heure et demie supplémentaire, comme on dit, tant qu'à y être, autant l'avoir, puis s'assurer de nos résultats, de ce qu'on fait. Donc c'est pas si mal. OK. Donc voilà, le barreau s'est très bien passé. En fait, la première fois que j'ai fait les examens, je les ai pas réussis. J'ai réussi mon barreau à la reprise. Parce qu'en fait, pour t'expliquer, c'est que quand on fait la formation professionnelle de 4 mois, on a une première tentative pour les examens. Donc ceux qui les réussissent, les réussissent, et ceux qui ne les réussissent pas, ils ont la possibilité de se reprendre 3 ou 4 semaines après en faisant un autre examen. Donc, pendant ces 3-4 semaines-là, vous faites de la révision, vous faites de la lecture. Mais il y a pas de cours à proprement parler. C'est vraiment, tu restes chez toi, puis tu refais tes exercices tout seul. Par vous-même, là. Par nous-mêmes. Et là, vous refaites l'examen. Exact. Et moi, je l'ai réussi à la reprise. OK. Donc, voilà. Et la reprise, on n'était pas beaucoup à le réussir. Parce que voilà, généralement, quand tu échoues la première fois, t'as déjà le moral dans les chaussettes. Donc pour reprendre l'examen, se remettre dedans, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Donc disons que j'ai eu de la chance, je l'ai réussi. Est-ce que t'avais bon espoir ou t'avais le moral toi aussi dans les chaussettes? Non, ni j'avais de l'espoir, ni j'avais le moral dans les chaussettes. Malheureusement, selon moi, les examens sont pas très bien faits au barreau. Le mode d'évaluation n'est pas bon. Donc pour moi, réussir le barreau
Honnêtement, parfois, c'est plus de la chance qu'autre chose. En soi-même, c'est déjà comme peut-être pas optimal dans la façon de... Bah d'ailleurs, c'est pour ça qu'actuellement, il y a des réformes pour changer les modes d'évaluation. OK, d'accord. Ouais, c'est ça, un petit aparté. OK. Ouais. Donc voilà, c'est ça. Donc ça, c'était en juin 2018. Et lorsque j'avais fini ma formation du barreau, donc pour acquérir définitivement mon titre d'avocat, il fallait que je fasse un stage de 6 mois dans un cabinet d'avocat ou dans un milieu juridique. Donc avant de faire mon stage de 6 mois, je voulais prendre 2-3 mois loose où je voulais prendre un petit peu des vacances, faire autre chose qu'étudier. Et donc à l'époque, d'ailleurs c'est à ce moment-là qu'on s'était rencontrés. Oui. Si tu te rappelles. On s'était rencontrés dans l'été. Il faisait très, très, très chaud, hein, contrairement à aujourd'hui. C'était à la SAM. À l'époque, on faisait du vélo tandem ensemble. On avait attendu très, très longtemps, hein. C'était cette fois-là, je crois. Il y avait on attendait aux écluses, là, que les bateaux passent. Ah, c'est vrai, exactement, c'était cette fois-là, c'est vrai, il faisait chaud, c'est vrai. C'était épouvantable. C'est vrai. Toute l'énergie qu'on avait perdue au soleil. Tout à fait. À attendre qu'on puisse continuer. Mais en tout cas, au moins, on s'est rencontrés. On a eu le temps de discuter, toi puis d'autres personnes. Ouais. Donc c'est ça. Donc après ces quelques expéditions avec la SAM, j'avais décidé, en me réveillant un de ces matins du mois de juillet, je m'étais dit, écoute, ça n'a pas de bon sens, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je fasse quelque chose, parce que là, le temps est en train de passer. Je m'étais donné comme objectif de commencer à faire la recherche de stage au mois de septembre. Et là, on était déjà rendu au mois de juillet. Donc, je m'étais dit qu'il fallait que je fasse quelque chose. Et donc, à ce moment-là, je m'étais décidé de prendre mon courage à deux mains, puis de me céduler un petit voyage en Italie. Wow! Rien de moins. Rien de moins. En tout cas, c'était une aventure exceptionnelle. Je partais dans un pays que je connaissais pas, avec une langue que je parle pas. Tout seul. Puis, je te dirais, j'ai passé vraiment 3 semaines exceptionnelles. Là. Je suis parti là-bas, j'ai passé vraiment 3 semaines super. J'ai passé une première semaine à Rome tout seul. Par la suite, j'étais allé avec une association qui organisait des voyages pour personnes non et malvoyantes. Et on était en bord de plage dans une grosse maison. J'étais avec d'autres personnes non et malvoyantes. J'étais le seul qui parlait pas l'italien. Écoute, c'était une expérience de folie. Là, vraiment, les Italiens sont super le fun. On a fait plein d'activités, la plage, le cheval. Les Italiens sont fêtards, donc je suis parti dans des familles italiennes au sommet des montagnes faire de la pizza avec des femmes là-bas et tout ça, puis c'était vraiment vraiment le fun. Hein. Honnêtement, j'ai passé une semaine de folie. Puis à la dernière semaine, celui qui a organisé ce voyage associé avec l'association, lui il m'avait proposé carrément, il m'a dit écoute, toi tu sembles être un gars super le fun. En plus il me dépassait pas, comme il avait à peine 32-33 ans. Il m'a dit écoute, moi je vais aller au nord de l'Italie chez mes parents et tout, puis après je vais aller voir des amis, est-ce que ça t'intéresse de venir avec moi? Toutes les réservations que j'avais faites, je les avais toutes annulées, mais je dis, ah ouais, on y va. J'ai pris mes clics, mais on a pris nos clics et nos claques, on a pris la voiture, puis on est parti. Puis on a passé une semaine de fou, là. C'était vraiment le fun. Ah, parce que lui, c'était quelqu'un qui voyait, qui pouvait conduire lui, il l'auto? voyait, ouais, tout à fait. OK. Donc, tu vois, pour te dire, les rencontres, comment ça se fait, hein. C'est vraiment de bouche à oreille. Puis après, toutes les personnes que la majorité des personnes que j'avais rencontrées, mal et non-voyantes durant cette expédition-là, je suis encore en contact avec eux aujourd'hui. Mais l'association, est-ce que tu avais fait appel à eux avant de partir ou c'était rendu là-bas seulement? Non, c'est ça. Je les avais contactés avant de partir. OK. C'est que tu savais un peu que tu allais avoir cette association-là qui allait te... c'est ça. C'est-à-dire, j'avais programmé de passer une semaine à Rome tout seul. Ce que j'ai fait. OK, ça c'était prévu comme ça. Ça c'était prévu, ouais, c'est ça. J'avais tout prévu comme ça. Ça veut dire dans un premier temps, j'avais prévu de passer une semaine à Rome seul, d'aller avec cette association au sud de l'Italie, et après de partir passer 3 jours à Pise et 3 jours à Florence, tout seul.
Mais finalement, la dernière semaine, j'ai annulé Florence et Pise et je suis allé avec mon ami Lorenzo. OK. C'est cette partie-là qui s'est comme improvisée, rendue là-bas, là. Exactement. Okay. Et aussi, pour information, pour ceux qui sont intéressés, en fait, Lorenzo, en fait, il y a 2 associations en Italie qui font ce genre de voyage-là. Il y a Expedia et il y a la Giro Bussola. Donc, ils organisent plein de voyages comme ça pour personnes mal et non-voyantes en Italie et en dehors de l'Italie. Comme je sais, par exemple, qu'à la fin de l'année passée, ils sont partis à Cuba pour une dizaine de jours. Et ça, on peut les rejoindre en étant canadien ici, sans problème. On n'a qu'à les contacter. Puis si on a peur si on n'a pas envie de voyager seul en étant non-voyant, on peut voyager avec ces associations-là. Et si on veut aussi aller avec une association française pour parler le français, il y a aussi comment ça s'appelle, Azimut Voyage en France, qui organise des voyages pour personnes non et malvoyantes en France, et aussi je sais qu'ils font à chaque année une petite virée au Maroc et au Portugal. Donc voilà, ça veut dire il y a des choses qui sont organisées dans ce sens-là. Hey, c'est sûr qu'il va y avoir des personnes intéressées, puis t'en as une devant toi, parce que moi ça m'intéresse. Et aussi, Martin, si tu me permets, pour ceux qui sont intéressés, moi en fait avant j'étais allé aussi dans un hôtel. Il y a un hôtel qui est adapté à 100% pour les personnes non voyantes en Italie, qui est dans une petite ville qui s'appelle Tirrenia. Et c'est un hôtel en mode tout inclus là, où tu vas oui. là, Okay. c'est vraiment tout adapté pour les personnes non voyantes. Ça veut dire c'est du petit déjeuner le matin jusqu'aux fêtes le soir là. Et même quand tu vas à la plage, il y a le signal sonore pour traverser la route. Après ça, tu n'as qu'à suivre la rampe, t'arrives à la plage. Les corridors et tout pour trouver ton parasol sont super bien faits. Et après, quand t'as envie d'aller te baigner, en fait, tu peux aller à la plage, tu peux te baigner, puis pour retrouver ton chemin, ils ont mis une grosse radio devant le passage principal qu'il faut reprendre pour aller au parasol. Puis tu n'as qu'à suivre le bruit de cette radio-là. Puis après, tu trouves facilement le passage, en fait, qui est la planche en bois par terre là. Puis c'est vraiment bien fait. Donc pour ceux qui sont intéressés, c'est vraiment super, quoi. Hey, c'est vraiment incroyable. Oui, puis ces lieux-là, faut se dire les vraies choses, et ces associations, si on n'y participe pas, si on n'y va pas, à un moment donné, ça arrêtera d'exister. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés, c'est vraiment une bonne aubaine pour ça. Hey, je pense que ça a pas tombé dans l'oreille d'un sourd, là. Ouais. C'est bon. OK. Donc, ce voyage-là en Italie, c'était avant de revenir et de commencer à faire de la recherche pour le stage. Oui, tout à fait. Donc, quand je suis revenu d'Italie, honnêtement, je voulais repartir en Europe. Je voulais repartir en Europe parce que j'avais passé 3 semaines de folie, puis je voulais repartir en Europe. Donc, j'avais commencé à faire ma recherche de stage. Ça, c'était en septembre 2018. Et honnêtement, j'avais eu quelques expériences malheureuses durant mes recherches de stage. Là, je vais être sincère avec toi. J'ai postulé. Donc, il y avait cette possibilité au Bureau international du travail. Donc, j'y avais postulé. Et j'avais aussi postulé dans d'autres bureaux d'avocats et tout ça. Puis voilà, j'avais eu quelques entrevues malheureusement qui s'étaient plus ou moins bien passées. J'avais notamment à un moment donné, j'étais allé faire une entrevue avec quelqu'un où dès la poignée de main, j'avais senti que ça allait pas le faire. Ça se voyait que le gars n'était pas très intéressé. Puis quand j'avais commencé l'entrevue avec lui, à peine 5 minutes après, il me dit écoute, il y a un avocat à Toronto à qui j'ai oublié d'envoyer un courriel, je reviens. Puis juste avant de partir, il vient me donner une petite tape sur l'épaule en me disant hey, t'inquiète, c'est pas de la discrimination que je fais, hein, c'est juste que je suis obligé d'aller envoyer un courriel. C'est bizarrement ouais. C'est bizarre que tu penses à la discrimination avant d'envoyer ton courriel là. C'est plate à dire, mais il aurait pu juste se taire aussi. C'est ça, se taire, puis aller, puis revenir, puis à la limite c'est ça, tu vois. T'aurais pu te tirer tes propres conclusions. Exactement. Sans mais son commentaire. À côté de ça, il y a des personnes qui sont prêtes à nous faire confiance. J'ai rencontré avant de partir,
à Genève. Bon, attends, là je vais refaire ça. Donc après, donc j'avais postulé à plusieurs endroits et je te cache pas que ça avait pas vraiment marché. Et après, en fait, à la fin du mois d'octobre, il y avait eu, j'ai eu trois lieux, trois propositions, exactement, trois propositions à la fois. Pour faire ce stage-là. J'avais eu une personne qui travaillait dans un bureau d'avocat en droit corporatif et elle, dès qu'elle m'avait appelé au téléphone, je lui avais dit que j'avais une déficience visuelle et je lui avais dit, écoutez, moi, je vous le dis dès maintenant, si vous avez des préjugés c'est correct, il n'y a pas de problème, mais j'accepterai de venir uniquement si vous êtes prête à manifester un minimum d'ouverture par rapport à ce que je vais vous dire. Parce que si c'est pas le cas, dites-le moi dès maintenant, puis laissons faire. Puis vous inquiétez pas, ni je vous poursuivrai, ni rien du tout. Parce qu'à un moment donné, il faut être pragmatique. Je n'ai pas envie de travailler avec des personnes qui ont des préjugés, je n'ai pas envie de travailler avec des personnes qui ne veulent pas travailler avec moi, tout simplement. Puis elle a été vraiment très ouverte, puis elle m'a dit, écoutez, il y a aucun problème. Elle m'a dit tout simplement, est-ce que vous êtes prêt est-ce que vous vous sentez capable à occuper ce stage-là? Je lui dis oui. Puis elle m'a dit ok, à ce moment-là, venez, ne vous inquiétez pas. Finalement, j'y suis pas allé parce que j'ai accepté d'autres propositions. Donc à côté de ça, j'avais été aussi accepté quelques jours auparavant pour faire un stage à la Cour supérieure du Québec. Et j'avais été accepté pour faire un stage au Bureau international du travail à Genève. Donc là, ces deux-là, t'étais accepté, là. Il n'y avait pas de question d'aller faire d'autres entrevues. Oui, c'est ça. Okay. Là, j'avais fait les entrevues à la Cour supérieure du Québec, j'avais fait l'entrevue. Okay. Et au Bureau international du travail, j'avais fait l'entrevue aussi. Donc, j'avais été accepté aux deux. T'étais rendu vraiment au point, là, de l'acceptation, puis tu pouvais choisir. Tout à fait. Et là, quand on a Genève dans les choix, forcément. Tu sais, ça veut dire, en fait, c'était pas si évident que ça à l'époque pour moi parce qu'en fait, quand on fait un stage en droit international, l'expérience n'est pas forcément souvent reconnue en droit interne. Ça veut dire en droit québécois. Bon. Okay. Donc c'était un risque que je prenais. Ah, parce que tu pouvais pas savoir là à ce moment-là. Exact. Okay. La Cour supérieure du Québec, en faisant un stage là-bas, c'était avec des juges et c'était en droit québécois. Et à la fin du stage, j'avais un poste d'avocat qui était garanti. Par contre, en allant à Genève, non seulement je prenais le risque d'avoir une expérience qui allait être plus ou moins reconnue par la suite ici en droit québécois, mais en plus de ça, j'avais aucune garantie d'avoir un poste d'avocat. Ouais. OK. Et finalement, comme je te disais tout à l'heure, je voulais aller en Europe. Je voulais tenter l'expérience. Et je suis allé à Genève. Et je me souviens de mémoire, à moins que mes informations sont pas bonnes, parce qu'on a au moins un ami commun. T'étais parti pas longtemps avant Noël, me semble, hein, avant les fêtes. Oui, exact. J'étais allé à la mi-décembre. Là, je viens peut-être de faire une bévue. Oh non, mais c'est pas correct. Peut-être que tu fêtes pas Noël, je sais pas. Oh non, mais Noël, non. Bah, je fête pas oui, la fête, je la fête pas proprement parler, parce que je de culture, je suis plus ouais, c'est ça là. Comme de culture musulmane que de culture chrétienne. Là, je viens de me mettre le pied dans la bouche là. Oh non, écoute, non. Moi, je suis quelqu'un qui est très pacifique et je respecte toutes les cultures, il y a pas de problème. OK, parfait. Donc excuse-moi, je t'ai coupé en plus pour faire cette parenthèse mauvaise là. Non, il y a pas de souci. Non, elle est pas mauvaise, au contraire, il y a pas de souci. Non, c'est ça, je suis allé à la mi-décembre 2018. J'ai quitté Montréal et donc je suis allé à Genève. En fait, j'ai travaillé à Genève, mais j'habitais dans une petite ville française à la frontière genevoise. Donc pendant 8 mois. C'est OK. là-bas. Donc j'ai vécu en France en réalité et je travaillais en Suisse.
Là, à partir du moment où on prend la décision de prendre le risque que tu viens de nous expliquer, puis tout ça, mais t'avais quand même envie d'aller en Europe, puis tout ça, c'est que j'imagine qu'on part, puis on est confiant, puis on a envie, puis on a hâte, puis on se dit que ça va bien se passer. Puis comme on le sent, t'es quelqu'un de positif, puis qui te laisse pas trop abattre par les obstacles. Donc ça a été, t'avais hâte puis ça s'est bien passé. J'ai passé j'ai passé 8 mois honnêtement je ne sais même pas comment qualifier, ça veut dire j'ai passé 8 mois exceptionnels. C'est une aventure hors du commun. J'ai adoré l'expérience dans tous les sens du terme. Là-bas, intellectuellement, je me suis épanoui. Parce que là tu vois le monde vraiment tu traites le monde au niveau macro et non plus au niveau micro. Voilà, là-bas on était en contact avec des gouvernements, on était en contact avec des organisations d'employeurs, d'employés. J'ai pu rentrer en contact avec les unités qui s'occupaient de l'intégration des personnes handicapées dans le milieu du travail. Donc là-bas, j'ai vraiment passé 8 mois mais exceptionnels. La chance aussi que j'avais, c'est que c'était le 100e anniversaire de cette organisation-là. C'est la plus vieille organisation des Nations Unies. Donc il y avait les plus gros bonnets là de ce monde qui étaient. Donc tu vois, j'ai eu la chance d'assister aux conférences, aux discours des chefs d'État, c'était vraiment magnifique là, j'ai passé. C'est ça, t'as pu vivre des expériences là que c'est pas à chaque même année que t'aurais pu. Exactement. Donc puis voilà, puis en plus il y avait même et comme je dis, ça veut dire c'était aussi épanouissant au niveau intellectuel. Tu vois, il y avait un rapport qui avait été par exemple produit sur le futur du travail. Donc comment conçoit le travail pour les 50 prochaines années. Donc intellectuellement, je me suis vraiment épanoui. Tu vois, c'était vraiment le fun. Et à côté de ça, ça m'a permis de me faire des amis, d'avoir des contacts. Là-bas, au sein même du travail, j'ai développé, en plus de travailler avec des collègues exceptionnels, je me suis fait des amis. Donc vraiment, j'ai vécu avec ces gens-là des expériences hors du commun, à l'extérieur même du travail. C'était vraiment super. On est parti partout en Suisse. On a vécu des choses vraiment exceptionnelles. Et aussi là-bas, ça c'est une chose que j'aimerais dire, j'ai appris à utiliser ma déficience visuelle comme une vraie force. Ça veut dire ma déficience visuelle, ce n'était plus un désavantage, c'est devenu un vrai avantage. Je m'explique. C'est que tu vois là-bas, au Bureau international du travail, on était à peu près entre 1000 et 1500 personnes. Ok, quand même. Dans le même immeuble, là, c'est quand même énorme. C'est à peu près la même chose que ce qu'on a ici au palais de justice, là. C'est à peu près 1500, 1000 personnes, 1200. Et le truc, c'est que tu vois, quand tu travailles dans une organisation aussi grosse, il y a plusieurs unités, puis très souvent, les unités ignorent l'existence des autres unités. Là, c'est-à-dire, à un moment donné, ça travaille en silo, puis chacun travaille dans son coin, puis chacun essaye d'avoir des financements pour les projets qu'ils essayent d'implanter dans les différents pays. Et le fait d'avoir une déficience visuelle, tu vois, quand tu arrives le matin, quand tu vas prendre le café, quand tu vas souper, dîner, etc., il y a plein de personnes qui sont curieuses qui sont curieuses et qui venaient vers moi, qui étaient intéressés de te connaître puis d'en savoir. Exactement. Donc tu vois, puis qui essayent de savoir comment je fonctionne, etc. Puis de fil en aiguille, tu vois, ça commence par une petite conversation, comment ça va, etc. À un moment donné, écoute, qu'est-ce que t'en penses? On va aller se prendre un café ensemble pour que tu puisses me raconter ce que tu fais dans ton unité. Le café se transforme en dîner, puis le dîner, ça se transforme en contact, puis après voilà, quoi. Ça veut dire tu gardes le contact bien solide. Ça devient plus là qu'une simple rencontre là pendant laquelle oui, tu as échangé des choses intéressantes, mais ça se poursuit. Exactement. Et moi, l'unité dans laquelle je travaillais, en fait, pour te dire pourquoi ma déficience visuelle était rendue une vraie force là-bas,
l'unité dans laquelle je travaillais, c'était une petite unité qui se trouvait dans le département des entreprises, et c'était une unité qui essayait un petit peu d'exister là au milieu des autres, parce que c'était une petite unité, on avait du mal à avoir du financement, et c'était vraiment difficile pour nous d'exister. Et vu que c'était une petite unité, donc on avait du mal à être connu, et je te cache pas que ma patronne m'encourageait très souvent à aller à la rencontre des autres unités, parce que c'était beaucoup plus facile pour ces unités-là, à un moment donné, vu justement qu'ils voyaient que j'avais une déficience visuelle et que je travaillais dans telle unité, c'était beaucoup plus facile pour eux de garder en tête, ou du moins de savoir par la suite que cette unité existait, parce que très souvent ils associaient cette unité-là à moi, parce que justement j'ai une déficience visuelle. Des personnes qui ont une déficience visuelle dans cette organisation, ça courait pas les rues, donc ça permettait d'une certaine manière à mon unité de se faire connaître un petit peu partout. Donc c'est pour ça que je dis que j'ai appris là-bas vraiment à utiliser ma déficience comme une vraie force. Et ça a été positif aussi pour toi? Pour moi, et même ma patronne, comme je te disais, ma superviseure en fait, qui n'avait jamais travaillé avec quelqu'un qui avait une déficience visuelle, même elle utilisait ma déficience visuelle pour faire connaître l'unité et permettre à celle-ci d'avoir une place de plus en plus prépondérante au sein même du département. Puis une belle visibilité d'ouverture. Exactement. C'est extraordinaire. Exactement. Oui, tout à fait. Ah oui, pour te dire, il faut apprendre à utiliser ses faiblesses comme des forces. En tout cas, c'est les points faibles, les points qu'on considère faibles, il faut apprendre à les utiliser comme des vraies forces. Puis moi, en l'occurrence, à Genève, j'ai appris à faire ça. Et ça m'a vraiment, pour la confiance, là, tu peux pas savoir à quel point ça m'a boosté, là, de ce côté-là. Mais ce que je trouve encore plus extraordinaire dans ce que tu expliques, c'est que on sent la force que tu avais avant, mais je pense que tout s'est consolidé encore plus. Ah oui, tout à fait. Puis là-bas, malheureusement, faut se dire les vraies choses. Ça veut dire, en fait, ce que je veux dire, c'est que les organisations des Nations Unies, et plus particulièrement celle-ci dans laquelle j'étais, ils essayent de faire la promotion de l'intégration au milieu du travail des personnes en situation de handicap, etc. Mais ces organisations elles-mêmes ont du mal à le faire. Et c'est sûr que pour elles, avoir des personnes handicapées en situation de handicap, au sein même de leurs unités, c'est pour leur promotion, disons que voilà, c'est une excellente chose. Et c'est pour ça que je rappelle dans ce micro à toutes les personnes qui ont un handicap de ne pas hésiter à postuler dans ces organisations-là, parce que elles veulent avoir dans leurs effectifs, elles veulent avoir de plus en plus de personnes en situation de handicap, et j'encouragerai toutes les personnes qui ont le goût de tenter l'expérience à l'international de postuler, parce que ils en ont besoin. Et même pas forcément aller à l'international, juste ici à Montréal, il y a des organisations, par exemple l'OACI, l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, qui est une agence spécialisée des Nations Unies pour l'aérospatiale. Très certainement que ça pourrait les intéresser. Il y a le bureau du droit des enfants, ça pourrait être intéressant. Il y a le bureau pour la promotion de la Convention sur la biodiversité, qui a tout son staff ici, qui est ici. Il y a l'agence antidopage. Donc ces organisations-là, si on a des qualifications qui le permettent, peuvent être intéressés. On l'ouverture là pour être intéressé. Exactement. OK. Pour nous embaucher. C'est très bon à savoir, je pense. Oui. Et là, toi, pour en revenir à Genève, j'imagine que ça a passé vite. J'imagine que... Ah ouais. J'ai passé, comme je te dis, là-bas 8 mois exceptionnels. Ça veut dire que je me suis fait énormément d'amis. J'ai fréquenté les associations pour les personnes mal et non-voyantes. Donc là-bas, j'ai fait du vélo tandem.
J'ai fait du sport, j'ai fait du vélo tandem, j'ai parcouru, j'ai autant parcouru les montagnes suisses que les montagnes françaises. Donc ça c'était vraiment super, j'ai vraiment adoré. Les gens étaient vraiment magnifiques. J'ai assisté aussi à plusieurs pièces de théâtre. Là-bas, il y avait une association qui faisait de l'audiodescription durant les pièces de théâtre. Je suis allé aussi à plusieurs dîners, soupers thématiques. Là, à chaque mois, il y avait un souper qui était organisé par rapport à la culture d'un pays. Puis on était toujours 40-50 personnes à y être. Puis c'était vraiment le fun. J'ai fait aussi de la raquette. Avec les associations là-bas, puis voilà, puis ça m'a permis de connaître des gens, puis d'organiser plein de soirées les vendredis, les samedis soirs. Voilà, on a vraiment passé du super beaux moments. Puis bien évidemment, ces gens-là, j'en garde encore un très bon souvenir, puis je les garde encore en contact. C'est ça, parce que maintenant avec la technologie, tout ça, c'est plus facile aussi de garder des contacts, puis des fois de se parler comme si on était quasiment tout à fait. Un à côté de l'autre. Tout à fait. Tout à fait. Le retour ici au Québec, Oui, donc écoute, le retour, en fait, comment ça s'est fait, c'est que moi, ça m'a plu là, mon expérience à Genève, et en fait, pour rester dans ces organisations-là, pour faire une carrière dans ces organisations-là, c'est préférable d'avoir une maîtrise en droit international. Et quand j'étais là-bas, j'avais rencontré la directrice de programme. Ici la directrice du programme à Sherbrooke en droit international et en politique internationale appliquée, et elle m'avait suggéré fortement de venir suivre son programme, parce que non seulement il m'offrait une formation solide en droit international, mais il me permettait aussi de développer des compétences en politique internationale, d'acquérir des connaissances et de développer des compétences en politique internationale. Donc j'ai décidé de revenir ici, alors que j'avais été aussi accepté. J'avais postulé à l'époque, à la maîtrise en droit international à l'université de Genève, et j'avais été accepté ici à Sherbrooke et à Genève. Et finalement, j'ai accepté de venir ici. Mais t'aurais pu donc rester puis faire ton là-bas. Oui. OK. Oui. Et finalement aujourd'hui, 4 mois après, j'ai fini ma session il y a pas longtemps. Puis 4 mois après, honnêtement, je suis très content d'avoir fait ce choix. Donc, t'as pas l'air non plus de regretter, c'est non, bien. Absolument parce pas. Que t'as eu des belles propositions, t'as eu des choix difficiles à faire. Forcément, des fois on n'a pas tous les éléments. Est-ce que tu as su quand même si ton stage va être reconnu puis tout ça? Ah oui, mon stage, je l'ai fait dans le cadre du barreau. En fait, quand je parlais de reconnaissance, c'est surtout de l'expérience. En fait, par la suite, quand on envoie notre CV, cette expérience-là, vu que c'est en droit international et non pas en droit québécois, ça peut être un petit peu préjudiciable. Okay. Mais aujourd'hui, au contraire, les craintes que j'avais à l'époque étaient tout complètement infondées. C'est pas vrai. Au contraire, c'est une expérience. Partout où je vais là, quand je leur parle de cette expérience-là, ils ont tous waouh. C'est ça, parce que c'est pas tout le monde qui peut exactement. avoir vécu ça. Là. J'ai une chance monumentale de faire ça. Puis aujourd'hui, je le regrette absolument pas. Puis ce stage-là est reconnu par le barreau. Maintenant, en théorie, je serai en théorie, maintenant en fait, ce qui me manque pour avoir le titre définitif d'avocat, c'est juste la sermentation. Mais la sermentation, je peux la faire quand je veux, et c'est juste que je la retarde vu que j'étudie pour le moment, donc ça sert à rien que je la fasse maintenant. Je te pose une question. Est-ce que tu sais s'il y a beaucoup d'avocats non-voyants, admettons? Ben écoute, actuellement, il y a à peu près 26 000 avocats au Québec. OK. Sur les 26 000, il y a à peu près 138 seulement qui ont un handicap. Tout confondu. Tout confondu. OK. Donc moi, parmi les avocats qui sont non-voyants que je connais, probablement qu'il y en a 5 ou 6. Mais pas plus. Mais je les connais pas tous, là. Probablement
Je sais pas, probablement qu'il y a une dizaine, voire une quinzaine. Peut-être même pas plus. Pas beaucoup plus Ça que ça. m'étonnerait. OK. Ça m'étonnerait. Et ça, c'est des statistiques que tu peux trouver, parce qu'à l'époque, j'avais chialé un peu, puis il y avait eu un article qui était sorti par rapport à ça. Puis ils avaient parlé de ça. Donc, je pense c'est ça. À l'époque, ils disaient qu'il y en avait 138. Donc, ça, c'était en 2018. Donc, là, depuis un an, probablement qu'il y en a eu quelques-uns qui se sont ajoutés, mais pas beaucoup plus. Aïe, en tout cas, chapeau. Moi, en tout cas, je suis très impressionné. Puis en plus, c'est que c'est très intéressant de t'écouter parler. Toute ces expériences de vie. Et là, comment? Ouais, disons qu'en 2 ans, j'ai vécu beaucoup de trucs. Plus de choses que certaines personnes ont vécu dans une vie. C'est à croire que oui. Mais tu sais... À 25 ans, je le rappelle. À 25 ans, ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. Puis, tu sais, Martin, je vais te dire, moi, écoute, je suis encore très jeune, comme tu le constates. Mais, pour mon jeune âge, j'ai vécu beaucoup d'expériences et j'ai eu une expérience très riche, que ça soit par rapport à ma déficience visuelle, que, ce que j'ai vécu depuis 2 ans. Après, moi, je vais te dire, dans la vie, il faut avoir de l'audace, il faut foncer, puis il faut être actif. Il faut pas avoir peur de foncer. Moi, surtout mon expérience à Genève, j'ai jamais été aussi actif de toute ma vie que durant ces 8 mois-là. J'ai fait énormément de trucs, que ça soit au niveau professionnel, qu'au niveau personnel, qu'au niveau loisir. Et j'essaie de garder ce même rythme depuis que je suis revenu ici. Donc, puis je m'aperçois que voilà, que ça nous permet de faire énormément de trucs, ça nous permet de vivre des choses très enrichissantes, et il faut jamais avoir peur ou hésiter de vivre les choses, parce que très souvent, par paresse ou par manque de volonté, on aura tendance à ne pas aller à certains événements, on aura tendance à ne pas aller rencontrer certaines personnes, mais souvent, ce sont ces rencontres, ce sont ces personnes-là qui vont nous permettre complètement de changer nos vies, quoi. Donc, ou d'avoir une autre vision de la vie. Et ça vaut de l'or. Donc moi, c'est ce que j'ai appris de mes expériences récentes. Et honnêtement, j'espère en vivre encore des expériences comme ça. Ben, on peut se permettre d'y croire très très fort, parce que c'est drôlement bien parti, en tout cas. Puis je pense que le message que les gens qui nous écoutent peuvent aussi retenir, c'est que il existe des gens, il existe des ressources, il existe toutes sortes de personnes, toutes sortes de choses qui pour nous, pour les personnes avec une déficience visuelle. Oui, tout à fait. Et il faut les utiliser, ces ressources-là, ces organismes-là, et il faut pas avoir peur de sortir un petit peu, de se botter un peu derrière, comme on dit. Exactement, ça c'est plus qu'important. Et on a la chance. Je vais te dire un truc, Martin. Moi, je viens d'un pays. Je suis originaire d'un pays où les chances qu'on a ici, autant qu'une personne ayant déficience visuelle, en Algérie, on les a pas. Ok. Et quand je parle de l'Algérie, je parle de la majorité des pays du monde aujourd'hui. Ok. Ici au Canada, on a la chance d'avoir des outils, on a la chance d'avoir du matériel qui est subventionné par le gouvernement et qui nous permet justement de faire des études et de travailler. Cette chance-là, il faut pas la gâcher. Comment je dis, il faut pas la gâcher parce que il y a des milliers, voire des millions de personnes avec des déficiences, avec des handicaps quelconques, qui rêveraient d'avoir les chances qu'on a. Juste pour te donner une idée, tu vois, le Bureau international du travail dans lequel j'étais, à chaque 4 ans, ils font un recensement par rapport au taux de chômage et des différentes populations à travers le monde. Et dans la population des personnes en situation de handicap, ils ont estimé
les personnes avec un handicap à peu près 1 milliard aujourd'hui à travers le monde. Aïe, aïe, aïe. C'est quand même assez considérable, 1 milliard, c'est pas rien. Bien évidemment, c'est tous les handicaps confondus, hein, Bien sûr. c'est vraiment tous les handicaps confondus. Et dans ce milliard-là, il y a à peu près 800 millions de personnes qu'on considère aptes au travail. 800 millions, c'est quand même une grosse masse, c'est quand même une grosse population, là, c'est pas rien, là. 800 millions de personnes, c'est juste en Afrique, juste pour te donner un ordre d'idée, en Afrique, on est à peine 500 millions de personnes. Ici, en Amérique, je suis même pas sûr qu'on arrive le 800 millions, là. Le 800 millions de personnes. Donc, sur le 800 millions de personnes, on considère que le taux de chômage tourne dans les 65%. C'est ce qui est énorme, 65%. Oui, oui. Et malheureusement, dans les pays pauvres ou en voie de développement, le taux de chômage des personnes en situation de handicap est quasiment de 100%. C'est entre 90 et 100%. Donc tu vois, alors qu'ici, dans les pays développés, le taux de chômage tourne plus dans les 50 à 70%. Donc c'est quand même mieux, c'est pas exceptionnel, mais c'est mieux. Donc tout ça pour dire, on a les outils nous sont offerts. Donc c'est important. À un moment donné, il faut faire notre part du travail. Il faut qu'on travaille fort. Il faut passer outre les difficultés auxquelles on fait face. Et de toutes les manières, même si on parle très souvent de préjugés, même si on parle très souvent de la volonté des gens de nous intégrer, etc., à un moment donné, les gens qui sont autour de nous, si pour les sensibiliser, il n'y a pas 36 000 chemins. Pour qu'ils puissent voir qu'on est capable de travailler, pour qu'ils puissent voir qu'on est capable de faire des choses, il faut qu'on fasse ces choses-là. Il faut qu'on travaille fort, il faut qu'on atteigne les résultats. Puis ce n'est qu'à ce moment-là, ce n'est qu'on travaille, ce n'est qu'en œuvrant et qu'en travaillant fort, à un moment donné, les gens vont voir qu'on est capable de faire les choses et indirectement, on va être sensibilisés. Puis à un moment donné, ils vont commencer à nous contacter pour occuper des jobs ou pour nous embaucher sans même se poser la question par rapport à notre capacité à faire le travail. Il n'y a pas 36 000 chemins. Donc voilà vraiment le message que j'aimerais transmettre surtout à ma génération et celles qui s'en viennent, c'est de s'outiller, de faire les efforts pour s'outiller et par la suite de foncer, de se faire confiance. Puis à un moment donné, ça va marcher, ça avance. Je pense, moi, j'en suis un bon exemple. Il y a récemment un article qui est sorti sur un jeune qui vient de finir ses études en droit, qui vient de finir son barreau, qui lui, il a perdu la vue à l'âge de 18 ans. Et là, il vient de se faire embaucher par un des 2-3 plus gros cabinets d'avocats à Montréal. Ça, c'est, je pense, inédit, là. Je pense pas que ça s'est fait par le passé. Et ça montre que c'est en train de bouger. Donc, voilà, c'est vraiment ça le message que j'ai envie de transmettre. Et faut pas toujours sombrer, dans le pessimisme. Il y a des personnes, bien évidemment, qui vont pas nous faire confiance. Et ça, à la limite, ces gens-là, pas la peine de trop perdre notre temps avec elles. Mais il y a aussi, surtout, énormément de personnes qui veulent nous donner notre chance et il faut les trouver, ces gens-là. Et si on les trouve, vous inquiétez pas, faut pas s'inquiéter, on finira par percer et on finira par faire notre bout de chemin. Voilà un petit peu ce que je voulais dire, Martin. C'est un très beau message, très positif. Puis en ce début de nouvelle année, je te souhaite à toi, Juba, c'est sûr que ça continue de bien aller, garder ta belle force de caractère et que tous les gens essaient d'une façon ou d'une autre, à leur manière, de prendre exemple et de peut-être percevoir eux aussi un avenir un peu plus reluisant. Oui, tout à fait. Un immense merci. Je le répète, là, tu t'es déplacé aujourd'hui chez nous et puis on s'est rencontrés dans un organisme juste assez longtemps pour justement créer un contact. Et dans la vie, on en a quand même jamais trop des contacts. Ah oui, c'est sûr, on en a jamais assez. Donc plus on en a, et mieux ça vaut.
Donc non, tout à fait. Puis voilà, finalement on s'est rencontrés il y a 2 ans, un an et demi maintenant. Ouais. Donc finalement 1 an et demi après, on fait cette entrevue. Puis honnêtement, Martin, bravo encore pour les efforts que tu fais pour faire connaître les parcours des différentes personnes en situation de handicap, parce que ça très souvent aussi. Quand on est adolescent ou on arrive à la phase jeune adulte, très souvent on sait pas quoi suivre comme chemin, et avoir écouté les vidéos que tu fais sur les différents parcours des différentes personnes ayant une déficience visuelle, ça peut nous aiguiller un petit peu sur les chemins que l'on peut suivre pour notre carrière professionnelle et même pour notre vie tout court. Donc et ça c'est vraiment super. C'est vraiment super. Honnêtement, continue sur cette voie-là, et j'encouragerai aussi de ce fait tous ceux qui écoutent ces vidéos à les partager sur internet et à faire connaître ces vidéos-là et ce que fait Martin, parce que honnêtement c'est du super beau travail, et si nous, autant que communauté, on n'encourage pas ce genre d'initiative, qu'est-ce qui arrivera? À un moment donné, ça arrêtera. Donc vraiment bravo Martin, et merci de m'avoir invité. Et moi, j'encourage les gens à venir devant mon micro et raconter ce qu'ils veulent partager et ce qu'ils veulent mettre de l'avant. Voilà. Merci Martin, c'est vraiment gentil de m'avoir invité. Merci à toi, et merci à tous de nous écouter et de partager. Vous venez d'écouter Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Présentateur, Stéphane Pilon en collaboration avec Papillon Sonic. Voix du générique, Joel Pucci. Notre site web est toujours disponible au www.martinchouinard.com. Notre adresse courriel est connaissez-vous2017@gmail.com sans tiret. Nous attendons vos commentaires et suggestions. Un immense merci à la compagnie Point par Point Incorporée, l'Association des aveugles de la Rive-Sud, AARS, ainsi qu'au Regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain, RAAMM, de nous prêter gracieusement leurs locaux pour l'enregistrement de certaines de nos émissions. À notre prochaine émission, un des plus jeunes à venir nous parler au micro et qui tente très fort de tout mettre en place pour réussir. Olivier Desloges, à notre rendez-vous du 6 mars.